Les amis, je suis avec vous pour une nouvelle vidéo. Je suis avec vous pour vous faire découvrir un auteur, pour vous faire partager un moment complice d'un grand collectionneur et regardez où je suis, dans les beaux quartiers de Paris. Et oui, alors là, on a carrément levé le niveau va être hot. Et en parlant d'un niveau hot, regardez qui est là. Pour un niveau hot, qu'est-ce qu'il fallait que je choisisse? Qui dit hot dit Star Wars. Qui dit Star Wars dit vintage. Et qui dit vintage Star Wars dit mon ami. Comment tu vas? Bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Bien, bien. On est bien installé ici. Hein. On est très confortable, oui. Très super. agréable. Calme. On aurait pu utiliser le décor pour Indiana Jones. Complètement. On est tout à fait dans l'univers d'Indiana Jones là. Mais c'est aussi une série Kenner. C'est aussi du George Lucas. Absolument. Mais c'est pas hot. Non. C'est autre chose. Pour que ça soit hot, il faut qu'on vienne sur du Star Wars. Alors, on va carrément expliquer qui tu es, ce que tu fais. Alors, on va commencer par le début. Tu es papa, tu es marié, tu as quel âge? 52 ans. 52 ans, très bel âge, hein, le meilleur, j'ai le même. Et collectionneur Star Wars. Et oui, depuis l'enfance, hein, depuis 46 ans, puisque Star Wars, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire que les premiers fans de la famille, ce sont mes parents, c'est eux qui m'ont emmené à l'avenue de la Grande Armée à Paris, qui m'ont permis de découvrir cet univers. Et qu'est-ce qu'ils n'avaient pas fait là? Ils avaient mis le doigt dans un engrenage qui n'a finalement, c'était le fil rouge de conducteur de ma vie depuis tant d'années. Et ce qui m'a amené à découvrir Star Wars et les jouets ensuite, c'était la seconde révolution, puisque c'est ma mère, je crois que c'était au printemps 79, qui m'a apporté mes deux premières figurines, qui étaient un R2D2 et un Stormtrooper. Et à ce moment-là, je suis rentré dans un autre univers, puisque si on met les choses dans le contexte de l'époque, il y avait 3 chaînes de télévision, il n'y avait pas véritablement de vidéoclub, encore moins de magnétoscope dans les familles. Donc pour recréer son univers favori, il fallait du jouet. Et grâce au jouet, c'est comme ça que je suis rentré dans Star Wars et que je pouvais recréer mon univers favori tous les jours. Alors, nous sommes partis, et les frères Bogdanov l'auraient pu le dire, dans un voyage qui aurait pu s'appeler Temps X. Absolument. Voilà, qui ont été les premiers à faire découvrir Star Wars à la télé. Ah oui. Avec un petit passage, et c'était à l'époque carrément une comète, hein, parce que tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on a eu le même problème avec les jouets, on en parlait en préambule tous les deux. Goldorak, qui n'a pas eu son Goldorak et qui malheureusement s'est retrouvé avec un Gay-King pour son Jumbo? Ça oui. Moi, voilà, qui n'a pas eu une figurine Star Wars, mais autre chose que du Star Wars? Moi. Voilà, donc on a tous eu ce problème. Mon père travaillait à Record à l'époque, qui n'était pas encore Carrefour, qui était une filiale, et qui m'avait ramené une figurine moche et bête de sa part, qui était Chewbacca. Quelle chance que j'ai eu de rencontrer, bien après Peter Meyers, quelle chance que j'ai eu de rencontrer tous ces acteurs. Mais à l'époque, quand tu es gamin et que tu as un Chewbacca, c'est vrai que c'est pas terrible la figurine. C'est quelque chose où on se demande ce que c'est déjà, mais il faut l'avoir vu le film. Là, on voyait la photo sur l'emballage, c'est vrai, mais c'était un peu curieux, mais on était content d'avoir un Chewie malgré tout. Enfin, Chic Tabac, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à cette époque-là. Alors, l'abréviation ou l'appellation, il fallait savoir qu'à l'époque, c'était par fax. Ouais. Et donc, ils s'envoyaient les messages par document, par fax. Et Han Solo, et ainsi de suite. Alors, on va parler Star Wars, on va parler jeux et jouets, vous l'avez compris. Mais d'abord, on va revenir aux origines. Comment on arrive d'un design, parce que tu es de quoi toi, de métier de formation? Moi je suis dans le design automobile depuis maintenant 33 ans, j'ai commencé chez Renault, puis j'ai travaillé pour 17 constructeurs en Europe, en Suède, en Roumanie, en Angleterre, pour Porsche, Dacia, bref tous les constructeurs européens et certains asiatiques comme Mitsubishi. Donc je suis parti pour l'idée de faire le bouquin, comme il y avait un parallèle à faire avec mon métier, c'est là que j'ai eu l'étincelle en me disant tiens, pourquoi pas voir le parallèle entre l'industrie du jouet et l'industrie automobile, puisqu'on part un peu dans la même idée, on fait un dessin, on fait des maquettes, on fait des prototypes et avant de lancer en production. Donc il y avait des parties, on va dire, un peu cousins entre ces deux métiers. Et c'est pour ça que je me suis aussi lancé dans cette création de bouquin. Alors, on parlait de design et de figurines, si on n'avait pas vu le film, moche, bête ou méchante, mais en fin de compte, elles ont énormément de caractère, elles ont énormément de plus-value. On ne parle pas d'argent les amis, de plus-value, pop culture, une plus-value, un style qu'on n'a jamais retrouvé depuis. Absolument, il y a un vrai cachet, il y a un vrai charme avec ces jouets qui ont presque maintenant un demi-siècle. Hein.
puisque on parle de jouets qui sont sortis à partir de 1978, hein, donc c'est ça qui est assez agréable encore de regarder. Moi, j'ai mes enfants, ils jouent avec encore, hein, c'est ça qui est intéressant. Je leur ai retrouvé certains objets dans les brocantes et ils se régalent avec, et pourtant ils ont une dizaine d'années. Le design de certains personnages n'était pas, même au niveau des couleurs, très réciproque de la réalité. Non, c'était le but. C'est ça aussi un peu qu'on a, à notre époque, on a tendance à vouloir vraiment être au détail près, des choses tout à fait perfectionnistes. On était dans le jouet. Et quand j'ai rencontré Jim Shringen, le designer principal, celui par qui la licence Star Wars est arrivée chez Kenner, ce qu'il fallait faire, c'était quand même quelque chose de jouable, que l'enfant puisse s'amuser. Alors, il y avait souvent que la tête qui était représentatif du personnage, mais aussi l'objet en lui-même, s'il y avait des couleurs vives, c'était important pour que l'enfant puisse être éveillé grâce aux couleurs orange vive ou verte ou bleu. On était quand même dans le jouet, pas une sculpture représentative à 100% de ce qu'on voyait au cinéma. Et c'était ça qui est important aussi, et c'est peut-être ce qui nous parle encore aujourd'hui à nous, gamins, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est de retrouver cette ambiance enfantin quelque part. Mais ce qui fait aussi le bonheur des petits et grands encore aujourd'hui. L'idée du livre, on l'a compris, c'est la passion, la pop culture. On voit carrément dès le logo d'entrée sur le livre jaune et rouge, il est devant moi avec un bleu criard, un bleu roi. Tu as repris les codes. Absolument. Mais la motivation dans tout le bouquin, on va pas, et tu me le disais en off aussi tout à l'heure, on va pas retrouver une brosse à dents, on va pas retrouver les pubs d'époque. Non. Dieu sait, pourtant certaines pubs elles sont iconographiques, hein, elles sont très visuelles. Piv Gadget ou d'autres en ont fait vraiment tout un symbole. Mais c'est carrément aller à l'essentiel, et toi, ta trame, tu vas nous dire, c'est vraiment d'aller vers le jouet US. C'est ça. Alors l'idée, pourquoi le jouet US en soi, c'est parce qu'on a eu aussi les jouets en France, mais la gamme Kenner, qui était importée sporadiquement par Mécano, est beaucoup plus complète que la distribution française. Donc ce que je voulais pour un public français ou francophone, c'était qu'il découvre l'intégralité des jouets. C'est pour ça que là, on voit le Dewback, par exemple, qui n'a jamais été importé chez nous, et pourtant on aurait adoré, enfant, retrouver ce lézard des sables dans chez nous, tout simplement. Et derrière, ce qu'on voit, c'est le décor de la cantine. Pareil, ça n'a jamais été distribué en Europe, pourtant c'est un simple carton imprimé, et on aurait adoré retrouver les rues de Mos Eisley avec les copains pour pouvoir ramener nos figurines et jouer. Alors Hammerhead et Grido qu'on voit maintenant, eux ont bien été importés en France. Par contre, la version bleue du Snaggletooth, celle-ci, elle n'est restée qu'aux États-Unis parce qu'il y a toute une histoire autour, puisque Kenner n'avait reçu qu'une photo de la tête et avait fait un corps avec ce qu'il pensait était aux normes, et Lucasfilm n'était pas content du tout du résultat, et on demandait à Kenner de refaire une figurine avec un corps rouge qui pensait plus représentatif de la créature. Mais cela encore, c'est une autre. Le Snaggletooth standard, c'est issu plus petit, il est plus petit. Plus petit. Il a fallu c'était dans l'urgence, il a fallu refaire pas tout le corps, mais ils ont gardé le corps et la tête, mais les bras, les jambes, faut tout refaire. Et dans l'industrie, c'est pas juste on refait un petit bonhomme, c'est faut ressortir les moules en acier, ça coûte une fortune. Donc là, on refait une sculpture, on fait les pattes, il faut remouler, reprotectiver. Et là, ils avaient eu que 2-3 mois pour le faire. Et ensuite, ils ressortent donc au printemps 79, année de sortie du Snaggletooth. Là, on le retrouve dans le commerce, mais il a fallu cavaler derrière pour pouvoir, selon le cahier des charges, être disponible sur le marché du jouet au niveau international. Et cette tenue rouge, en fin de compte, c'est une tenue de biker qui était tout simplement issue des studios CBS quand Lucasfilm avait mandaté CBS pour faire son Star Wars Holiday Special. Il est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Ceux qui connaissent Star Wars le savent. Han Solo, cowboy, les T-Fighter ou quoi que ce soit, les bombardiers avec la verrière, le B-52, B-54 et tout ça, enfin tout le terme technique, les combis orange des chiens, les chiens des porte-avions, ces fameux chiens qui aboient quand les porte-avions partent et reviennent. Donc il y avait toute une iconographie qui a été réutilisée jusque dans les personnages. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'on parle de la cape Jawa? Est-ce que tu parles dans le bouquin de cette nuance tissu, plastique et compagnie? Oui, tout à fait. Tu peux nous en toucher un mot? Oui, alors je la présente tout simplement parce que c'est, on va dire, la première grande variante, puisque la première année, 78, quand tous les jouets sont sortis, il y a eu comme ça la tête de Han Solo, plus grosse, plus petite, il y a eu la cape en vinyle du Jawa, c'était la première version du Jawa, et cette cape a quasiment été retirée du commerce après 3 ou 4 mois de commercialisation parce que il y aurait eu certaines personnes qui seraient plaintes, ça ressemblait pas à la photo de l'emballage, donc ils ont très vite refait une cape en tissu
qui était plus représentatif du personnage. En tout cas, c'est l'une des histoires qu'on peut retrouver sur le fameux Jawa vinyle. Et pourtant, cette cape tissu, les collectionneurs n'en veulent pas, ils recherchent l'autre. Hein. C'est ça, parce que c'est la plus rare, la cape en plastique, bien sûr. Voilà, et attention les amis, alors je ne sais pas si tu en parles dans le livre, parce que je ne l'ai pas découvert encore, le livre, ton livre, d'ailleurs on va dire où est-ce qu'on peut le trouver après, mais certains malins ont redécoupé la carte vinyle dans une carte Obi-Wan. Oui. Voilà, alors faites attention, Oui. parce que c'est pas la même couleur, la même texture. Hein. Du tout, et c'est pas les mêmes positions des trous, ne sont pas les mêmes. On voit la partie à l'arrière, on sent bien que c'est pas la même chose. La découpe elle-même de la cape, c'est assez grossier. Et puis, comme tu viens de le dire, la couleur n'est pas du tout la même. C'est un marron qui se rapproche, mais on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs. Pour les perfectionnistes, sachez aussi que les armes, tu le sais, Oui. il y a eu beaucoup de copies. Alors on va pas dire qui, mais Brian Toys en a fait pas mal à une certaine époque. Oui, oui, oui. On parle pour les vieux des années 90, début 2000. Hein. Donc beaucoup d'armes qui sont différentes. Les techniques pour les voir ou quoi, as-tu une solution? Parce que j'ai entendu de toutes les couleurs, Oui. le bruit, le toucher, la souplesse. La mettre dans l'eau, tout ça. Alors malheureusement, ce sont plus des solutions viables parce qu'aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, il y en a même qui ont une capacité de faire des injections plastiques, quand même un certain budget, mais il y a des petits malins qui ont réussi à trouver les budgets pour recréer des moules en injection plastique, ce qui fait que toutes les techniques qu'on avait jusqu'à présent, c'est très difficile à déceler. Donc malheureusement aujourd'hui, j'ai pas vraiment de technique parce qu'il reste quand même des anciens stocks où on mettait une arme dans un verre et puis l'arme tombait au fond. Si elle flottait pas, c'est que c'était une reproduction parce que c'était utilisé avec des plastiques et des résines bien souvent qui sont beaucoup plus denses que le plastique lui-même. Donc pendant une époque ça a fonctionné, mais maintenant ils sont tellement perfectionnistes dans les technologies pour reproduire, pour faire des repros que ça devient très compliqué. Alors faites très attention quand vous voyez des annonces. Des fois on peut voir, il faut retrouver des photos des anciennes armes quand vous les avez pas. Et là, on peut voir le dessin et la couleur. La couleur, parce qu'il y a des armes qui étaient bleues ou noires. Oui. Ok, elles n'étaient pas toutes bleues ou toutes noires. Hein. Tout à fait. Tu avais des variantes des fois, Oui, oui. mais faites attention à la couleur. C'est la couleur et puis la forme. Hein. Quand même, il y a des petits points de détail qu'ils n'ont pas réussi à tout recopier. C'est là-dessus, il faut regarder l'aspect, la physionomie, je dirais, de l'arme en soi. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué à retrouver. Allez, une petite info, un petit bonus. Le petit grappin dans le pack de Yoda à retrouver chez les G.I. Joe, c'est le même. C'est vrai. Ouais. Voilà, une petite info comme ça au passage. Alors, personnage, figurine, c'est classe. On en a parlé, c'est figurine toute droite, qui ne parle pas vraiment à certaines personnes, mais enfant, toi, moi, la cinquantaine, c'est un Graal pour nous. Absolument, tout à fait. Voilà. Ah oui, oui, un vrai bonheur. Parlons de choses sérieuses maintenant, les vaisseaux. Ces vaisseaux, cette couleur, cette simplicité, même si dans le Faucon, il y a la petite boule noire que tout le monde n'a pas toujours. Hein. Oui, elle n'est pas évidente à retrouver parce que c'est quelque chose qui se perdait facilement. Alors les vaisseaux, c'est vrai que c'est une gamme particulière, hein, ne serait-ce que le chasseur X ou les TIE Fighters de l'Empire. Ils sont vraiment très représentatifs de ce qu'on voyait dans le film, alors que les proportions ne sont pas forcément exactes. Mais il fallait toujours réfléchir, on fait du jouet et il faut que l'enfant puisse s'amuser. Donc les standards de l'époque, c'était normalement les poupées de 30 cm, les fameuses 12 pouces, et ils sont passés au format 10 cm parce que si on faisait des vaisseaux à l'échelle des 12 pouces, ça aurait été compliqué, il aurait fallu un château, Bien dommage, j'aurais bien aimé. Aujourd'hui, oui. Qui en a pas rêvé, hein. On aimerait bien se faire plaisir aujourd'hui. Hein. Parlons de ce livre justement, là voilà, on est en train de le feuilleter. Et on parlait du Faucon justement, voici le Faucon. Tu aurais 2-3 choses à dire sur le Faucon encore? C'est un vaisseau iconique, de toute façon, de la saga. Et pour nous, Français, ça a été compliqué de l'avoir, puisque bien qu'il a été présenté au Salon du Jouet fin janvier 80 par Miro Mécano, puisqu'il était disponible aux États-Unis dès 79, il aura fallu attendre fin 82 pour commencer à voir sur Paris ou les grandes capitales régionales quelques exemplaires. Et ce n'est qu'à partir du Retour du Jedi où il sera vraiment distribué en masse en France, pratiquement avec 4 ans de retard, ce qui est une éternité pour les gamins de l'époque. C'est clair. Et moi j'ai eu la chance que ma marraine qui connaissait quelqu'un à Bruxelles pour 1981 me fait venir pour mes 10 ans cette merveille, et là c'était le plus beau jour de ma vie de gamin. On ne voit pas la petite boule sur celui-là? Il est caché en dessous, à côté de Cispéo, mais on ne la voit pas en dessous. Je vois la cordelette là. Voilà. On la voit peut-être dans le sachet qui est juste à côté, parce que l'idée du bouquin c'est donc de présenter le jouet neuf avec tous les accessoires pour que les personnes qui n'ont pas eu la chance de le compléter puissent le découvrir. Et en plus, il y a pour chaque objet un QR code
qui se redirige directement sur les 160 films que j'ai réalisés, qui vous permet de voir en mouvement l'objet détaillé avec neuf et avec les autocollants. Combien de vidéos t'as fait? 160. Dis donc, Spielberg, à côté, c'est rien. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire dans ton livre, à part le QR code, les photos, où tu as poussé le vice à donner le maximum de toi dedans? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas pu faire dedans? Alors j'ai réussi pratiquement à faire tout ce que je voulais. C'est pas prétentieux de ma part, mais ça m'a pris 10 ans à réaliser ce livre. Donc je voulais vraiment présenter tous les jouets qu'on voyait au cinéma à l'époque. C'était vraiment l'intérêt, en plus de la gamme américaine qui est différente des jouets qu'on avait vus en France. Peut-être que ce que j'aurais voulu faire, c'était présenter les poupées 12 pouces, les poupées de 30 cm. Mais là, ça aurait fait augmenter le prix du livre. Ça aurait rajouté un chapitre supplémentaire parce que c'est juste 78, 79 et 80. C'est peut-être le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pu intégrer les poupées 30 cm dans la... Mais ce sera pour une prochaine édition. Voilà, un numéro 2. Oui, voilà. On parlera d'autres objets et on inclura les figurines dedans, enfin les poupées. Toujours avec l'auteur du livre, The Big Author, parce que Big temps que tu as pris. Oui, ça m'a pris du temps, oui. Voilà, et on va parler Big Money maintenant. Oui. Mais pas n'importe quel Big Money, les amis. Pas de ce que tu as sur le compte en banque. Non. Parce que tu aimerais en avoir un peu plus quand même. Certainement. Et, je confirme. Et le livre, tu as pris du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Mais pas pour tout le monde. Parce qu'il y en a pour d'autres, le jouet, c'est de l'argent. Et on va voir les pièces Star Wars. Regardez, les amis. Raconte-nous ça un peu, l'histoire des pièces alors. Ah oui, ça, c'est les pièces de collection qui sont sorties en 1985 et qui ont quasiment été arrêtées une fois distribuées, puisque l'idée de Kenner en 85, c'était de ressortir tous les figurines sous le même emballage, sous la même appellation, le même logo, Star Wars, le pouvoir de la force. Et donc de proposer des pièces. Il y avait à peu près 62, mais finalement, il n'y en a qu'une, on va dire une trentaine qui a été disponible, puisqu'au même moment, Kenner avait été tapé à la porte de Lucasfilm pour proposer des jouets Clone Wars. Et ils ont eu une douche froide, puisque Lucasfilm leur a dit non, c'est terminé, il n'y aura plus jamais de Star Wars, il n'y aura plus jamais de film, donc vous pouvez arrêter, on annule le contrat, on ne travaillera plus avec vous, on ne fera plus jamais de Star Wars. Quelle idée! Oui, puisqu'il suffisait simplement de payer une redevance de 10 000 $ pour garder le monopole exclusif de la production de jouets Star Wars. Et malheureusement, comme ils ont arrêté de payer la redevance, eh bien ils ont perdu les droits. Les Canadiens ont eu plus de chance que nous ou pas? Absolument, puisqu'ils ont eu, alors surtout pour les Américains, puisque la fameuse figurine de Gagface, celle-ci a été disponible normalement au Canada avec la pièce et une arme. Nous on l'a eu aussi, c'est une des rares figurines qui a été disponible en France tout à fait normalement, mais sans une arme avec le fameux emballage 3 logos. Il paraît que sur certaines régions américaines, le surstock européen, il y aurait eu des 3 logos vendus en Californie chez les magasins KB's, et ça certains Américains sont au courant là-dessus. Tu parles pas dedans des cartes carrées mécano? Du tout. Ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi? Parce que je voulais vraiment me concentrer sur le Kenner. C'était ça l'idée, c'était vraiment de parler de Kenner. T'es pas un vrai partisan. Non, on rigole, les partisan amis. de Kenner. Voilà, non, comme on l'a dit au début de la vidéo, tu parles vraiment des produits US. C'est ça. Oui, voilà. Hein. Avec leurs emballages américains. Voilà. Alors, parlons de monopole et d'emballage. Ton bouquin, moi je l'ai eu en main depuis tout à l'heure. C'est un pavé quand même. Combien de pages? 240 pages. 240 pages, les amis. Et attends, le poids? 1,6 kg. En poste, tu le sens passer au colis? C'est du 2 kg. De 2 kg. Ouais. Alors en monopole, regardez les amis, on va vous faire voir un monopole sur le livre. En monopole, tu as le monopole de ton livre car c'est toi qui l'auto-édite. Absolument. Voilà. Alors on le retrouve sur Facebook pour te joindre. On le retrouve sur Amazon. Oui. On le retrouve à la FNAC, n'importe quel moyen possible et imaginable pour pouvoir l'obtenir. Car le but de cette vidéo, c'est que tu ailles découvrir ce pavé. Arme défensive en cas d'attaque car il fait son poids. Et surtout, c'est une Bible. Tu penses faire une deuxième édition ou pas? Peut-être justement sur les poupées, sur les mini-rigs, sur d'autres objets. Tu les as chez toi les poupées? Alors les poupées oui, je les ai, mais pas les mini-rigs. Donc il faudra récupérer les mini-rigs. Mais ça, c'est pas les objets les plus compliqués à retrouver. Tu veux 2-3 adresses? Je l'en ai déjà. Parce que j'ai une bonne adresse à vous donner les amis. Si tu ne veux pas payer les frais de poste et si tu es sûr d'acheter le bouquin, il y a une très bonne boutique à Paris, une très bonne boutique, le Luberlu. Ils ont des bouquins à la boutique. Absolument. Et albums aussi. 2 boutiques parisiennes grâce à eux. Si vous voulez vraiment l'obtenir sur place, si vous faites vos emplettes pour Noël et que vous passez directement chez Lulu ou chez Album, vous pourrez trouver mon bouquin là-bas. Arrêtez de râler. Non, les Belges, je vous entends. Ah, le bouquin est bien sûr aussi disponible au musée du jouet. Arrêtez de dire ces Français ils ont toujours tout parce que c'est encore un mensonge, c'est pas vrai?
Tout à fait. Le livre sera disponible jusqu'aux fêtes de fin d'année dans les stocks disponibles. Ah, j'adore dire ça, ça fait ultra pro quoi. Et donc au musée du jouet, au Toy Discovery Museum à Bruxelles. D'ailleurs, petite info, si tu ne vois pas cette vidéo en replay, si tu la regardes dès à la sortie, que tu auras liké et partagé cette vidéo, sache que ce monsieur, de son nom et prénom, Jean-François Roland, non je vais chercher s'il n'y a pas un 2 quelque part, non, Non. mais Jean-François Roland, ça aura fait bien ça, Jean-François de Roland de chez Star Wars. Ça ferait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ben il sera en dédicace à la prochaine bourse Action Toy. Absolument. Alors attention les amis, est-ce qu'il y a un petit exclu, quelque chose Des petits goodies. Je vais venir avec 2-3 briques. Eh ben voilà, il fallait demander, amis belges, venez le 16 décembre face au musée Pixel Museum, Toy Discovery Museum à Torre Taxi avec monsieur tout simple, tout court, Roland, C'est lui-même. qui sera en dédicace. Et moi je vous le dis, hein, ce pavé, cette première édition, parce qu'on parle déjà d'une deuxième. Hein. C'est ça. Il y a déjà eu 1500 exemplaires de vendus. Donc ça, c'est la deuxième édition qui est en vente actuellement. Attention, ça sera au musée, au Toy Discovery Museum, au Lulu-Berlu. Et on parle que des bonnes adresses, bien sûr, avec album. Tout à fait. Maintenant, tu veux distribuer ce livre. Je pense à mon ami de Toy Zone. Tu es du côté de Lyon. Eh, Christophe, Toy Zone, toc, 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 dépêche-toi, prends les bouquins, vends là-bas. Tu contactes ici, notre ami, et tous les autres poteaux que je n'ai pas cités sur la vidéo, il y en a plein. Ben, n'hésitez pas à prendre contact. Le mot de la fin, je te le laisse. Bah, écoutez, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ainsi que le livre. Hein. Profitez-en, il est disponible en ce moment. Je ne sais pas si je referai une 3e édition, donc avec les fêtes de Noël, bah, faites-vous plaisir. Je suis sûr que le bouquin est mieux que la vidéo, moi. Ciao, ciao. Like, partage cette vidéo.